Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je vais vous parler d'un film du français Christophe Gans. C'est la première fois sur la chaîne que je le fais, mais j'avais déjà vu son Pacte des loups à l'époque sur Canal+. Ici, on revient un petit peu en arrière, 1995, pour son premier long métrage en solo, à savoir Crying Freeman. Si je m'y intéresse, c'est qu'il est sorti il y a 30 ans en festival, 96 en France. Il n'est sorti qu'il y a une dizaine d'années aux États-Unis, c'est assez paradoxal, et que bientôt, Monsieur Gans revient à la réalisation avec apparemment une suite de son Silent Hill, que je verrai d'ici là, voilà, bon. Et au casting de ce Crying Freeman, dans le rôle principal, nous avons Mark Dacascos, qui n'était pas forcément très connu à l'époque, c'était même pas le premier choix, mais le monsieur ayant étudié lui-même les arts martiaux, il fait ses cascades ici, donc en termes d'actionneur, il porte évidemment cette œuvre. À ses côtés, Julie Condra, voilà, love interest du personnage principal, qui d'ailleurs, l'actrice deviendra son épouse dans la vraie vie à Dacascos. Et je crois qu'elle arrêtera sa carrière assez tôt, une fois qu'ils auront eu des enfants ensemble. L'un des antagonistes est joué par Byron Mann, qui était dans le Street Fighter de l'année précédente, que je ne connais qu'en extrait ou en mème. Et nous avons bien sûr, ici, le regretté Tchéky Karyo. Parce qu'au moment où je fais cette vidéo, ça fait que quelques jours qu'il nous a quittés. Vous, ça fait plusieurs semaines, et je me suis dit, tiens, ça colle plutôt bien. Une pensée pour un acteur qui a beaucoup apporté quand même, hein, vraiment, avec sa carrure, dans des rôles, parfois, où on pouvait rigoler, mais parfois où aussi... il portait son charisme. Bah, évidemment, moi je l'avais découvert dans La Cité de la Peur, mais pour une petite apparition. Citons aussi les présences de plusieurs figures japonaises, telles que Masaya Kato, Yoko Shimada, qui joue une femme badass, notamment vers la fin du film, ou encore Makoto Iwamatsu. Il y a des acteurs là-dedans, il me semble que j'ai déjà vu ailleurs, je ne sais pas si c'est chez Kitano ou Miike, à vérifier. Je crois que c'est Masaya Kato. Bon bref. Mais, et puis il y a aussi Rae Dawn Chang, qui avait plus ou moins débuté sa carrière dans la guerre du feu. Bon, qui a un petit rôle là d'inspectrice secondaire. Alors, nous sommes ici en présence d'un actionneur, certes, film de gangster, thriller, adapté d'un manga. Coécrit et dessiné, je ne sais pas qui a fait quoi, par Kazuo Koike et Ryoichi Ikegami. Bon. Et produit tout ceci par, entre autres, Brian Yuzna, qui avait un petit peu permis à Christophe Gans de faire ses... Enfin, où s'étaient rencontrés, je sais pas, sur ce projet, mais bon, en gros, il y a eu cette première association dans une sorte de film à sketch Lovecraftien, Necromicon, que je n'ai jamais vu, ce serait intéressant. Parce que je crois que Silent Hill, c'est un peu Lovecraftien aussi. Je me suis jamais intéressé à l'univers de ce jeu vidéo, et donc du film. C'est presque une honte me connaissant. Bon, ici, donc, on va suivre un Freeman qui n'est pas free. Il y a toute la dualité et le paradoxe de son personnage principal, qui est une sorte d'exécuteur mystérieux au service d'une société secrète chinoise, les 108 dragons. Et lui, il est japonais, donc c'est l'exécuteur particulier, si vous voulez, hein, qui a été retiré de sa vraie vie. On voit un petit peu un flashback à un moment, si vous connaissez le manga, vous savez, hein, l'histoire du potier et tout ça. Et on le voit au début du film, tuer quelqu'un, sous les yeux d'une artiste qui s'appelle, alors c'est l'actrice voilà, qui joue Julie Condra, elle s'appelle Emu Ohara. Alors ça se passe ainsi en Amérique, hein, je crois que c'est, je sais plus, San Francisco, Vancouver, hein, ça navigue entre les deux. Et après, bah, elle le sait, elle le dit dans sa voix off qui revient pendant tout le film, qu'il va venir pour la tuer parce que c'est un témoin gênant. Sauf que quand il va revenir la tuer, il va y avoir une connexion romantique entre les deux, et ça va changer évidemment les choses. On la voit, elle, l'artiste, elle peint le Freeman que l'on voit après en visage, avec la larme évidemment, parce qu'il est crying. Beaucoup d'esthétique et d'émotion d'emblée, et on va y arriver aussi sur la façon de mettre en scène l'ensemble. Et évidemment, ensuite, nous avons plusieurs factions qui vont s'affronter, que ce soit les Yakuza japonais, donc les 108 dragons un peu ennemis, et l'inspecteur au milieu, joué par Tchéky Karyo, qui va essayer de faire le ménage, ou pas. Qui va se faire piéger aussi à un moment, c'est très amusant. Il y a une scène... Bon, une histoire de chantage, évidemment, de code d'honneur, de règles qui sont enfreintes, parce qu'évidemment, il tue pas la témoin, il va partir avec elle un peu, enfin, il va se mettre en danger. Pas de suite, mais plus en plus, le Crying Freeman, l'exécuteur, va faire un petit peu sa propre quête de liberté, de retrouver une liberté, d'individualisme, là, il est complètement hypnotisé par cette secte. Et il est complètement aspiré de ses émotions, mais les émotions reviennent, hein. Quand il tue, il pleure, ça sent
le conflit interne. Et Christophe Gans, vous le connaissez peut-être aussi parce que c'est un cinéphile, un cinéaste, qui a beaucoup, je crois qu'il a écrit aussi sur le cinéma, enfin il a beaucoup œuvré pour notamment mettre en avant le cinéma hongkongais à la fin des années 90 en France. Suite au succès plutôt intéressant de ce Crying Freeman. Donc déjà, quoi qu'on en pense, cette œuvre-là a permis ensuite à peut-être beaucoup d'entre vous qui me regardaient de découvrir beaucoup de films hongkongais qui étaient peu ou pas sortis en France, en fin 90, début 2000. Et pour cause, ce Crying Freeman est une déclaration d'amour au cinéma hongkongais. Et bien sûr, d'emblée, on pense à John Woo. Ces moments un peu épiques, romantico, d'affrontement, honneur, etc. Avec des ralentis dans les exécutions de scènes d'action. L'esthétique du film est remarquable. Et je me suis dit, ce long métrage, c'est une merveilleuse fraude. Alors, je vais m'expliquer. J'aurais découvert ça sur Canal+, au hasard, hein, à la fin des années 90. Enfin, voilà. J'aurais donc, mais adoré dans le sens où je n'avais pas vu de John Woo, même Choi-Ark, on peut le citer. Hein, c'est un peu romantique, peut-être. On peut penser alors, de très loin, quand même, à The Lovers, qui est peut-être mon Choi-Ark préféré, dont j'ai parlé l'année dernière. Mais c'est exceptionnel, vraiment, que ce soit dans le découpage, le montage... Enfin, exceptionnel. C'est très bien, en tout cas, à minima, et avec beaucoup d'esthétique flamboyante, évidemment, avec des explosions, même quand ils tirent. Bon, et dans des symbolismes aussi, dans les décors, dans comment chaque personnage va se positionner à l'écran pour faire jouer des dilemmes, ou des jeux de duel, ou de domination, ou de soumission. Rien à redire. Mais c'est quand même très John Woo. Alors, j'en en veux absolument pas à Christophe Gans. C'est un très beau fanboy. C'est même, il y a quand même des choses où il arrive un petit peu près à s'émanciper. Il n'est pas encore le Freeman du cinéma, il le fera peut-être après du coup. Mais évidemment, quand vous avez vu depuis les The Killer, je pense à The Killer en particulier, parce qu'en plus il est ressorti je crois en salle il n'y a pas longtemps, donc ça tombe bien. Oui, ça arrive après. Mais c'est voulu et c'est volontaire. Il s'en cache pas, il fait ses premières gammes. Alors je n'ai pas vu donc son segment dans Necronomicon. Évidemment qu'il se cherche aussi. Mais pour se chercher, d'accord, avant de se trouver, réussir à faire ça, c'est déjà pas mal. C'est même très bien. Donc ça se suit avec une sorte de grandiloquence qui fait que parfois ça fait tellement esthétisé que ça en est quasi artificiel. Quasi. C'est-à-dire que voilà, ce genre de film, maintenant, de mon point de vue personnel, j'y vois beaucoup de limites. Au-delà des emprunts, tu sens que c'est vraiment la forme pour la forme avant tout. Donc le fond derrière, il est là avec les thématiques du manga de base, donc c'est très bien. Hein, la quête de liberté, tout ça, je l'ai dit avant. Mais ça fait superficiel dans le développement parce que, évidemment, ce qui intéresse Christophe Gans, c'est la mise en place des choses. Ce côté, donc, certes presque post-moderne déjà d'une certaine époque, avec d'ailleurs en co-scénariste son pote Thierry Casals, mais aussi un certain Roger Avery, qui avait un petit peu aidé Tarantino sur certaines écritures de Reservoir Dogs et Pulp Fiction avant. Hein. Vous voyez, ce genre de cinéma qui... Des gens qui ont beaucoup aimé certaines versions de cinéma hors américain, donc ici asiatique, et qui essayaient de le faire à leur façon, d'une certaine manière, hein, aux États-Unis. Mais là, c'est pas un film américain, c'est une coproduction franco-américaine, canadienne et tout, même japonaise. Ça peut être estampillé film français par le réalisateur, mais le pire c'est que le film, il n'a même pas eu de sortie en salle aux States. Hein. C'est particulier quand même. Par contre, il y a eu son succès d'estime, et ça se laisse suivre, parce qu'il y a cette idée un peu... voilà, il y a du cœur derrière. C'est un film qui a beaucoup de cœur. C'est un petit peu à l'image de certains cinéastes qui mettent le cœur avant tout et qui prennent la forme en main, parce que c'est des grands esthètes de metteurs en scène. On peut penser au cinéma de Del Toro, alors c'est très différent, hein, mais dans l'idée de tout donner comme ça, et après on voit pour le reste. Alors évidemment, ça manque de subtilité, et il y a un truc quand même qui malheureusement dénote un peu. Malheureusement un peu. Hein. C'est la direction d'acteurs et d'actrices. Bon, dans l'eau, il n'y a pas forcément des grands noms, à part chez Kikario, enfin des gens qui ont fait des grandes carrières. Il y en a qui en avaient fait avant, hein, les acteurs japonais, qui sont limite les meilleurs, mais on va trop pousser dans certaines exagérations. Dacascos, par contre, il est très bien, en fait, dans ce qu'il propose. Mais bon, après, tout ce qu'il y a autour, même chez Kikario, c'est pas un de ses meilleurs rôles. Mais quand même, il y a des moments où tu as envie d'y croire. Parce que tu aimes bien peut-être la bouille et... La façon le bilingue qui était chez Kikario, il balançait les choses, quoi.
même si son personnage a une petite évolution intéressante, même si ça fait très vite et très factuel, aussi tac tac tac, là pour arriver à une sorte de showdown final, où ça pète un peu dans la forêt. Il y a plus là en mode Shoyark vers la fin d'ailleurs que John Woo peut-être, hein, je ne sais pas. Mais ça reste quand même évidemment un film à découvrir. Je suis content de l'avoir vu. Je vois énormément de limites, mais je peux laisser mes exigences de côté un petit peu pour juste saluer d'une certaine façon déjà le premier film d'un jeune réalisateur à l'époque, parce que c'est ça aussi, hein. Il avait la trentaine, hein, et qui osait donc mettre tout ce qu'il avait là à l'écran pour aussi transmettre. Parce que c'est un passeur, Christophe Gans. C'est un passeur, et c'est un cinéaste passeur. Et rien que pour ça, on peut lui pardonner beaucoup de choses, sur certaines, bon, les emprunts d'accord, mais même sur certaines facilités. C'est ça le plus important en fait. Il a même très enfin, je trouve pas le mot, mais vous voyez, simplifié, oui, le matériau de base. Voilà. Bon, d'ailleurs, sans l'idée, j'imaginais pouvoir en faire une suite et tout, pas du tout, parce qu'il a mis plusieurs tomes du manga là, squeezés là-dedans. Mais non, mais c'est quand même bien, Crying Freeman. La musique aussi, elle va très bien. Il y a un côté un peu internationalisant des choses, peut-être trop. Peut-être que ça aurait été mieux dans le contexte 100% asiatique, parce que je crois que le manga ne va pas du tout sur le continent américain. Mais voilà, il y a quand même... Bah, c'était l'idée d'aller à l'international, et justement, c'est ça aussi l'intention, de mettre un petit peu vers l'Occident quelque chose qui est passionnant dans le cinéma asiatique de l'époque, enfin, antérieure, années 80 et tout. Donc, sur ce point... Crying Freeman est important à découvrir, je pense, et donc, non pas que pour saluer la mémoire de Tchéky Karyo, mais pour l'ensemble même, et ainsi commence la carrière d'un Christophe Gans qui ira toujours avec le cœur après. Bon an, mal an. Pacte des loups, il faudra que je le revoie un jour, mais c'est des souvenirs très contrastés, parce que... Mais là aussi, il y avait une intention de fou. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. Bien sûr, du cinéma de Christophe Gans, de Tchéky Karyo aussi, bien sûr. Bref, à vous la parole. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.